L'invité de MC Première. C'est ce matin que le Congrès se prononce sur le projet de schéma de transition énergétique. Il avait été retoqué le 30 novembre dernier pour manque de transparence et de consultation. Il manquait notamment l'avis du Conseil économique, social et environnemental. Après l'accord du CESE, finalement, les élus auront donc à se prononcer sur un projet essentiel pour le territoire, mais qui a du mal pourtant à trouver un vrai consensus. Bonjour Philippe Dunoyer. Bonjour. Vous êtes membre du gouvernement en charge de ce dossier. Le premier passage, on l'a dit, au Congrès avait été tiède. Vous espérez ce matin un meilleur accueil ? Oui, tout à fait. La première fois, il ne s'agissait pas vraiment, je crois, d'un manque de transparence dénoncé par les élus, mais plutôt, on était dans une situation où le CESE ne pouvait pas se réunir puisqu'il n'était pas constitué. Des élus ont considéré qu'il était important que le CESE s'exprime. C'est fait. Non seulement le Conseil économique et social, mais également le Sénat coutumier. Et les deux institutions ont donné un avis favorable, agrémenté bien sûr de remarques. C'est normal. Hein, les critiques sont toujours positives et nécessaires. Mais ce matin, on devrait, pour répondre à votre question, avoir, je le souhaite en tout cas, une appréciation globalement positive, et je compte sur une unanimité ce matin parce que l'enjeu est important, très important pour la Nouvelle-Calédonie et au-delà dans le monde. Quelle est la feuille de route de ce schéma de transition énergétique ? Alors elle est ambitieuse cette feuille de route puisque sur 15 ans, hein, c'est le temps fixé à ce schéma pour changer nos réflexes et nos habitudes. Il y a 3 objectifs en fait qu'il faut retenir. Le premier consiste à réduire notre dépendance énergétique à la fois aux importations. Tout simplement, ça veut dire que nous importons 98% de nos besoins sous forme donc d'importation d'énergie fossile, mais aussi il faut qu'on change nos habitudes tous, hein, d'ailleurs en particulier entreprises, collectivités, acteurs économiques, pour avoir des réflexes plus économes, donc être plus sobre énergétiquement. Ça, c'est un objectif premier. Le deuxième objectif consiste à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et c'est un objectif cardinal puisque à l'échelle du monde, au travers de la COP21 et de l'accord de Paris, le constat malheureusement est que d'ores et déjà le réchauffement a produit des effets négatifs. Et quelle est l'ambition justement pour cette réduction de gaz à effet de serre au niveau du territoire ? On a réussi à identifier trois grands secteurs sur lesquels des pourcentages de réduction ont été affichés par le schéma. C'est 30% dans le secteur tertiaire, c'est 10% dans le secteur de l'industrie métallurgique et minière, et c'est 35% dans le secteur du bâtiment. Encore une fois, ces objectifs, même si ils sont toujours perfectibles, ont le mérite déjà de fixer un montant et un niveau qui est vérifiable. Et pourquoi pas une plus grande réduction dans le secteur des mines et des métallurgies ? Parce que c'est ce qu'on vous reproche souvent. Oui, effectivement, mais je le comprends, et en l'occurrence d'ailleurs, il me semble que si certaines discussions ont lieu et finissent par aboutir sur la future centrale C, le combustible qu'elle utilisera, il est même déjà possible que ces objectifs soient naturellement, automatiquement revus à la hausse. Et pourquoi ? Parce que les industries métallurgiques et minières traversent aussi des moments compliqués. Ils ont des outils de production qui sont en place. Voilà, ça s'impose aussi à nous. On ne peut pas les changer en 2 temps, 3 mouvements. Mais par contre, il est absolument nécessaire que les industries, notamment celles-ci qui sont très émettrices de gaz à effet de serre, s'inscrivent dans le schéma. C'est ce qu'elles ont validé par principe. Et puis le troisième objectif aussi, il faut le dire, c'est le développement des énergies renouvelables. À l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, c'est tout à fait possible. On a des espaces de vie, notamment aux îles, où on ambitionne d'avoir une autonomie énergétique totale à l'échelle de 2030, avec 100% d'électricité propre en 2030. Vous parliez de la future centrale de la SLN, notamment. Elle sera au gaz, ça y est, c'est acté ? Non, c'est pas acté. Les discussions sont en cours, mais effectivement, en tout cas, l'option gaz revient dans la discussion, redevient possible, et on le sait, si elle était choisie, cette option beaucoup moins émettrice de GES que le charbon. Et si elle était choisie, on se dirigerait vers quelle puissance pour cette centrale ? Alors, je ne sais pas, je pense que les discussions, là aussi, parce que des équilibres de financement sont nécessaires, sont en cours. Ce qui semble possible, en tout cas, c'est que cette centrale, bien sûr, couvre les besoins de l'usine, mais potentiellement aussi produise un peu plus pour les besoins de la distribution publique. Le territoire a intégré l'accord de la COP21 avec des objectifs revus à la baisse, compte tenu de ses particularités industrielles. Vous n'étiez pas dans le protocole de Kyoto, vous êtes aujourd'hui dans le protocole de la COP21. Vous estimez avoir pris toute votre part dans cet accord, dans cette réunion ?
Oui, je pense qu'il était nécessaire que la Nouvelle-Calédonie effectivement s'inscrive dans ces démarches internationales parce qu'elle ne peut pas rester à l'écart. Mais on a dit des objectifs revus à la baisse pour la Nouvelle-Calédonie. Alors je suis pas d'accord, non. Ces objectifs sont pas revus à la baisse. Ils ne peuvent pas s'aligner sur des objectifs plus forts. On verra s'ils sont atteints d'ailleurs, affichés par la France et l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que nos situations sont différentes. Notre état de développement est différent. Nos moyens de remplacement et de substitution sont différents. Donc il fallait qu'on soit aussi réaliste, c'est l'objectif du schéma, pas de vendre du rêve ou des chimères, mais bien des objectifs qui soient atteignables. Et pour le coup, en proposant et en validant que la France porte pour le compte de la Nouvelle-Calédonie son inscription dans l'accord de Paris, on s'est inscrit avec le concert des nations dans des efforts planétaires. Ouais, vous avez dit que le CESE a donné son avis, son accord plutôt favorable, un avis favorable. Il a aussi émis quelques réserves, notamment mettre un frein sur la consommation, la lourde dépendance énergétique du pays aux énergies fossiles. Et puis le CESE note l'absence de taxes sur le charbon. Les commissions mettent en exergue l'exonération des taxes additionnelles également sur les produits pétroliers. Oui, c'est un constat qui est vrai. Les industries métallurgiques et minières, les industriels bénéficient de régimes dérogatoires et d'exonération sur leurs intrants. Dans la réflexion qu'on aura pendant ces 15 années, je rappelle qu'on ouvre seulement, mais on ouvre quand même cette réflexion. Il faudra probablement qu'on revoie des équilibres, mais tout en faisant très très attention aussi, particulièrement dans le secteur du nickel et en ce moment. La mise en place d'une taxe, c'est possible. Alors, mettre en place une taxe, la Nouvelle-Calédonie est compétente, bien entendu. Il existe des régimes de stabilité fiscale, il existe des systèmes dérogatoires, et puis il existe aussi une réalité, il faut qu'on fasse excessivement attention, non pas à enlever les industries métallurgiques et minières de la logique globale, mais par contre à faire en sorte qu'elles passent aussi, avec les emplois qui vont avec, la zone de turbulence qu'il a aujourd'hui. Une taxe qui pourrait financer les énergies renouvelables, par exemple. Une taxe pourrait financer les énergies renouvelables, pourrait financer les politiques énergétiques au sens large menées par la Nouvelle-Calédonie et les autres collectivités. Philippe Dunoyer, vous restez avec nous, on vous retrouve à partir de 7h10. Oui,